Son héritier, c'est par ce mot que Boris Yeltsin présente l'été dernier son nouveau Premier ministre. 22 années les séparent, mais ce n'est pas ce qui semble le plus gêner Vladimir Poutine. Homme de l'ombre, il n'aime guère les projecteurs. Cette étrange séance de judo, il ne la tournera que pour servir sa popularité. À 47 ans, cette ceinture noire, ancien officier de renseignement en Allemagne, est alors parfaitement inconnue. Marié, père de 2 enfants, obscur administrateur de Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine devient patron du FSB, l'ex-KGB. Comment est-il arrivé là? Tout le monde l'ignore. Si vous me dites Poutine, je pense surtout à quelque chose évidemment qui frappe l'observateur de la période 2000, enfin de la deuxième décennie des années 2000. C'est en quelque sorte, si on se place du point de vue occidental, le symbole de ce qu'on pourrait appeler la russophobie triomphante en Occident, pour des raisons, là encore, pas du tout politiques, et je ferai la même remarque à propos de la guerre froide, pour des raisons fondamentalement économiques et impérialistes. La Russie est un pays fort riche, richissime, qui a fait baver d'envie les pays impérialistes depuis la naissance de l'impérialisme. L'impérialisme allemand, l'impérialisme américain, enfin je ne vais pas dévider le bottin. Et par conséquent, cette avidité de prendre le contrôle de la Russie a caractérisé tous les impérialismes, puisque par exemple en 1905 vous trouvez dans des journaux allemands des articles sur le thème oh là là, les villages ukrainiens dans des zones pas développées seraient tellement mieux gérés si l'Allemagne s'en occupait. Vous voyez, ça date de 1905 et nous sommes avec les questions ukrainiennes toujours dans le même cas de figure, à ceci près que les 2 principaux concurrents sont allemands et américains dans l'affaire. Et cette espèce de frénésie anti-russe, qui a des caractéristiques un peu différentes et communes entre tous les pays impérialistes, aboutit à ce que toute personnalité russe qui, à l'époque impérialiste, s'affiche comme voulant faire respecter un certain nombre de droits ou de droits estimés ou d'attributions de la Russie, se fait littéralement accabler comme tsar, comme tyran, etc. Alors c'est très, très, très amusant parce qu'on observera que à l'époque du tsar, en effet, tyran, abominable, pogromiste, etc., l'impérialisme français juge la Russie tout à fait bonne, et parce qu'elle l'aide dans sa capacité de résistance éventuelle à un assaut allemand, alors qu'en revanche la violence anti-russe est déjà considérable en Allemagne, et elle est considérable parce qu'elle mêle l'impérialisme, la tête de l'impérialisme qui est franchement russophobe parce qu'il s'agit quand même de mettre la main sur l'Ukraine, les pays baltes et puis d'aller même jusqu'au cœur de la Russie. Ça c'est un point. Le deuxième point, c'est que la violence russophobe a un aspect de gauche parce que le Parti social-démocrate fait de la dictature tsariste quelque chose d'abominable, ce qui fait qu'à partir de 1917, il y a une conjonction entre la vieille russophobie du pangermanisme de droite et le faux caractère révolutionnaire du SPD qui n'est pas révolutionnaire du tout, mais ça nous amènerait évidemment à un autre sujet. Et que, au fond, tous les personnages de la Russie qui ont incarné, je dirais, la volonté d'existence nationale de la Russie ont fait l'objet d'une détestation égale à celle de Poutine. De ce point de vue, je dirais que et Poutine, tout Russe qui résiste à l'impérialisme occidental, c'est bien simple,
Helsinki ne risquait pas de générer la réputation de Poutine. Et on pourrait dire que l'assimilation permanente de Poutine à Staline, et même au tsar, jadis très aimé de la France, c'est une espèce de constante des prétentions de l'impérialisme occidental à l'égard de la Russie, qu'elle soit bolchevique ou qu'elle soit revenue au capitalisme.